Où sont passés les hommes? Où sont passés les vrais hommes? Les hommes courageux, les hommes forts, les hommes virils, les hommes aux épaules larges, aux yeux bleus et aux cheveux grisonnants. En fait, moi j'aime Le Pen pour ça, j'aime certains gars de banlieue pour ça, j'aime Dieudonné pour ça. J'aime un monde où il y a encore des hommes qui sont des hommes, des femmes qui sont des hommes. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, habit de bol. Mon nom est Gladiateur. Il y avait encore des hommes à la télé dans les années 70. Ça s'est dégradé incroyablement vite aujourd'hui. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Il faut se battre. Backer. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Un type fier, un type fort. Les femmes représentent plus pour vous des plaisirs à la chaîne que des objets de conquête. Mettez-vous là. Pourquoi? Silence. Vous êtes un homme avec une mission. I don't know what you mean by that. Hasta la vista, baby. Où sont passés les hommes? C'est une question qui est souvent posée aujourd'hui et qui vient de différentes sources, en fait. Les femmes cherchent les vrais hommes. Les hommes se demandent qu'est-ce qui advient des hommes aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas dans la masculinité aujourd'hui quelque chose de toxique? Toutes des questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui et qu'on va explorer ensemble à travers la recherche du vrai homme. Abonnez-vous! En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. En fait, qu'est-ce qu'on entend par vrai homme? Parce que là, j'ai mis ma chemise de bûcheron pour ceux qui nous écoutent. J'ai ma chemise de bûcheron et mon shag qui dépasse. Est-ce que sa toison pectorale. Ma toison pectorale. Je vois Léa est complètement... Elle a de la misère à travailler. Ça fait partie des beaucoup trop rire. Est-ce qu'un vrai homme, c'est quelqu'un de fort, de viril, ça sent bon? Ou en fait, c'est quoi un vrai homme? Hein? C'est comme une question qui nous assaille puis qui nous vient de vraiment de sources différentes. Même le modèle de vrai homme semble être remis en question. Et on a différents modèles qui se présentent à nous. Pour certains, le vrai homme, c'est le pick-up artist. Hein? Alors ça, j'ai le domaine idée. des pick-up artists. Un pick-up, c'est pas juste un véhicule qui sert à charrier le bois des bûcherons, mais c'est une manière de draguer. Je pense que c'est comme les Don Juan, des Casanova, des dragueurs. Donc le pick-up artist, c'est comme... l'artiste de la drague. L'artiste de la drague. Il doit avoir des conseillers en drague en Europe aussi. Là. Il y avait un film comme ça, non? Oui. Hitch, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, est-ce que le vrai homme, c'est le dragueur? Est-ce que le vrai homme, c'est celui qui est capable de séduire les femmes? Ou peut-être, comme d'autres diraient, non, il y a des auteurs comme le pervers de l'âge de bronze, qui est comme un auteur américain pseudonymique qui va dire que, dans le fond, le vrai homme, c'est celui qui fait ressusciter l'esprit de l'âge de bronze, du guerrier grec indépendant, du Ulysse huilé, l'homme qui est musclé et qui s'entraîne sous le soleil, hein, l'acier et le soleil. Ouais, imaginez les péplums des années 70, là, on voit Ben-Hur ou 300, le film 300. Là. Ouais. Et aujourd'hui, ce serait plutôt le gars qui sort de la gym, comme on dit chez les Québécois, c'est ça, avec ses muscles bodybuildés, saillants, luisants. Plus sont luisants, plus sont masculins. OK. Ah ouais. Et, mais il y a d'autres idées. Il y a celui du cosmopolite raffiné. Hein. On parle dans Suits, là, le power avocat avec son veston Armani, sa grande culture, son raffinement, son goût pour la bonne nourriture. Ou même
peut-être le bûcheron québécois indépendant. Je sais que pour plusieurs auditeurs et auditrices, c'est ça le modèle à viser, hein? Celui qui est autarcique, qui n'a pas besoin de personne, qui est capable de couper son bois, de bâtir sa cabane, puis de chasser son chevreuil. Plusieurs auditeurs ou un auditeur qui s'appelle Jean-Christophe? On va voir. Appel aux auditeurs si le bûcheron est votre modèle masculin. Écrivez-nous. Mais blague à part, la question sous-jacente à tout ça, c'est pas une question qui est récente. Même si le modèle ou qu'est-ce qu'on entend par homme aujourd'hui, on dirait qu'on a plus de choix ou d'options qu'auparavant. On parle de la question de la virilité et de la vertu. Deux choses qui ont la même source étymologique latine, vir, qui veut dire homme. Donc, quand on parle de vertu ou virtue en anglais, ou quand on parle de virilité, on parle de ce qui essentiellement fait partie d'un vrai homme accompli, achevé, parfait. Où sont les vrais hommes, Léa? Est-ce que tu penses qu'ils sont plus rares ou... J'ai un petit peu de mal avec cette question parce que je trouve qu'il y a un biais derrière. Déjà, ça veut dire qu'il y a des vrais, il y a des faux et j'ai un petit peu de peine avec cette terminologie. Je veux pas faire de la peine à ceux qui ne sont pas des vrais hommes. Et ils vont pleurer parce qu'ils ne sont pas des vrais hommes. Mais justement, en fait, non, mais quand tu dis ça, non, mais voilà, moi, la manière dont je répondrais à cette question, c'est justement ça, c'est que on est dans une société où, de fait, sans dire que c'est le grand méchant société ou le grand méchant patriarcat ou les grands méchants hommes ou femmes, de fait, on est bourré de stéréotypes et puis on croit qu'un homme, ça doit être ceci, une femme, ça doit être cela, et on le croit plus ou moins consciemment. Et là, on est dans une période où on a des grandes tendances culturelles qui cherchent à déconstruire les stéréotypes et on en vient dans les extrêmes à aussi remettre en question l'identité de genre et ça fera l'objet d'autres épisodes. Mais je pense qu'on est tous dans une sorte de consensus qu'il y a des stéréotypes qui sont plus ou moins nocifs. Et justement, cette idée, tu parles des modèles d'hommes avec le dragueur, le musclé, le cosmopolite ou le bûcheron. Peut-être qu'on s'imagine avec tous ces stéréotypes que l'homme, dans tous les cas, qu'il soit bourré de muscles ou de poils ou avec une hache à la main, il ne doit pas pleurer. Et c'est complètement n'importe quoi. Et un homme qui pleure, mais c'est merveilleux. Mais je pense pas que j'ai besoin de convaincre les auditeurs qui sont d'accord. Il va falloir que nous, auditeurs, auditrices, Christelle et moi, on convainque JC surtout. Mais là, on dirait que tu as complété ta mutation vers le postmodernisme, Léa. Alors, bon, OK, mettons qu'on peut quand même, oui, on peut déconstruire, on peut remettre en question ces images caricaturales que j'ai suggérées. À quelque part, on a quand même une idée de l'homme. Il y a quand même une idée de l'homme qui est partagée dans notre société. Il y a même des idées de l'homme qui semblent transcender les cultures, non? Puis moi, j'entends, en tout cas, dans la télévision, dans différents discours, une certaine anxiété par rapport à ça. Une crise de la masculinité qu'on appelle, puis qui pose la question, qu'est-ce qui se passe avec le développement de nos hommes? Christelle, vrai homme parmi les vrais hommes. Ça, j'en sais rien, je suis juste qui je suis, mais c'est vrai que là, tu mets le doigt sur quelque chose. J'étais assez dubitatif par rapport à ton intro, que je trouvais assez... flippante orienté, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que faut dire ce qui est, en fait, quand on dit homme, en général, tout le monde comprend en fait ce dont on parle, et même au travers des cultures, en général, il y a une idée assez claire. Maintenant, les nuances, il y en a, et l'idée générale et les cas individuels, c'est pas la même chose, on est d'accord avec ça, mais c'est vrai que, de ce que moi j'observe dans le monde occidental, t'as bien fait d'utiliser le mot anxiété, parce que, ça suscite de l'anxiété, et de l'anxiété chez les hommes même, pas que, mais y compris chez les hommes, de savoir, en fait, est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Et c'est, en fait, à la différence de cette idée générique, un peu comme si on dit, voilà, je sais pas, table ou voiture, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on dit homme, en principe, tout le monde sait de quoi on parle, mais depuis un certain nombre d'années, assez récemment, en fait, dans le monde occidental, on a
c'est comme si on se sentait coupable d'avoir une idée relativement claire, en fait. Et on se sentait pas autorisé à avoir une idée relativement claire parce que il y a des cas individuels qui sont différents les uns des autres, mais c'est le cas pour n'importe quoi. Quand on dit une voiture, on ne précise pas quel type de voiture on parle. Quand on dit une table, on ne précise pas de quel type de table on parle. Mais quelque part, une sorte de malaise à maintenir une sorte de catégorie générale. Et je ne sais pas exactement comment moi je définirais ce que c'est un homme avec vraiment une définition très précise. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un malaise par rapport à ça. Et peut-être que le malaise vient, par exemple, de beaucoup d'articles de journaux ou de posts Instagram ou de podcasts qui vont de plus en plus parler de masculinité toxique. Et peut-être que c'est une représentation à rajouter à tes modèles, c'est de se dire que il y a masculin qui va de pair presque avec toxique. Et ça probablement, c'est dangereux pour les hommes qui se disent alors attends, du coup, je suis masculin parce que je suis un homme, mais donc de fait, je suis toxique, comme si ça allait ensemble. Puis ce qui est intéressant, c'est la manière dont on pose cette question-là dans la société aujourd'hui et les hypothèses, les explications qu'on suggère pour dire, voici où sont les vrais hommes ou voici pourquoi on en trouve moins, révèlent des présuppositions que je dirais même presque religieuses. Mais beaucoup de questions, mettons, plusieurs vont se dire non, ils vont porter une hypothèse sociale par rapport à où sont passés les vrais hommes. C'est-à-dire, on n'a plus de vrais hommes parce que les conditions sociales qui fabriquaient des vrais hommes ont changé. Genre le type de travail qu'on faisait. Avant, les hommes, ils faisaient plus des travaux manuels. Et puis aujourd'hui, ils sont plus à des ordinateurs. C'est ça que tu veux dire? Mettons. Ou comment est-ce qu'on socialise les hommes. Je veux dire, avant, les enfants, les petits garçons, s'en allaient travailler avec leur père au champ ou à l'usine. Et les filles travaillaient avec leur mère à la maison ou à l'usine ou à la ferme, je ne sais pas. Mais juste dans la socialisation des petits garçons. Par exemple, moi, à l'école primaire où mes enfants allaient, je trouve ça vraiment frappant comment de la crèche à l'école primaire, 90-95%, des fois 100% du personnel sont des femmes. Donc, hors de la maison, où on a un travail conjoint, mon épouse et moi, d'être une figure d'autorité ou des modèles, tous les modèles de leadership, d'autorité, pour mes garçons, sont des femmes. Tu veux dire qu'il y a trop de femmes dans la société pour qu'il y ait des vrais hommes? Moi, je dis... Non. Moi, Léa, je fais juste rappeler... Léa ou l'art d'emmener JC sur des pentes glissantes. non. Mais mettons, les femmes, ils vont avoir... Écoute, ils ont quand même des billets... comment dire, des... Comment je vais le dire? Là, tu veux me mettre dans un coin, là, puis que je vais mettre mon pied dans ma bouche. Moi, je donne un exemple. Des petits garçons, c'est normal que ça se tiraille, puis c'est normal que ça se batte. Pas trop, mais tu sais, qu'il y ait quand même du jeu, je sais pas. Que ça se chamaille, quoi. Que ça se chamaille, là. On parle pas de coups de poing au visage, mais de se lancer des balles de neige ou de se pousser pour le plaisir. Souvent, ça se fait pour le plaisir. Ou de faire des jeux risqués, de grimper. Mais si tout le staff, si tous les gens qui font les règles à l'école sont mal à l'aise par rapport à des petits garçons qui finalement se font mal ou se blessent, on va créer, en tout cas moi à l'école où mes enfants allaient, écoute, on voulait tellement minimiser le risque qu'un enfant se blesse ou se fasse mal que finalement les petits garçons ne pouvaient faire aucune des activités que moi je pouvais faire quand j'étais à l'école primaire. Peut-être que si j'essaye de te pousser sur une pente glissante, c'est que j'entends aussi plein d'auditeurs et auditrices qui t'écouteraient et qui seraient peut-être horrifiés de la manière dont tu caractérises / caricatures ce qu'est un homme. Mais on peut avoir des avis différents sur exactement la masculinité, la féminité, être un homme, être une femme. Enfin, dans tous les cas, on est conscient que c'est des choses complexes. Comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est des catégories on sait ce que c'est, mais on a de la peine à l'expliquer. Et il ne s'agit pas de faire un cours. Mais c'est nouveau qu'on ait beaucoup de peine à l'expliquer. Tu crois? Ouais. On comprend bien qu'il y a, c'est ce que Léa vient de dire, il y a une sorte de crise dans la façon dont on définit ce que c'est qu'être un homme. Et puis il y a des façons, des hypothèses pour expliquer pourquoi il y a cette crise. Il y a cette anxiété même dans la société. Tu nous as dit tu parlais d'hypothèses sociales, c'est ça? Il y a d'autres hypothèses? Oui, il y a l'hypothèse matérielle ou matérialiste qui viendrait
apporter une explication à pourquoi est-ce qu'on n'a plus les hommes qu'on avait. Par hypothèse matérialiste, tu veux dire une hypothèse qui trouve des explications dans le monde naturel, dans le monde matériel. Exactement. Ouais. C'est comme la première hypothèse était sociale. Donc, on dirait, c'est de la manière qu'on élève les hommes qui fait en sorte qu'on trouve moins de vrais hommes selon les standards qui étaient, en tout cas, les grandes catégories, les grandes lignes qui sont plus ou moins universelles. Alors, on dirait, par exemple, certains vont dire que la manière que notre diète, notre alimentation a changé fait en sorte que, justement, les hommes ont moins de testostérone et la testostérone, c'est l'hormone qui va, chez tous les mammifères, accentuer les traits masculins. Donc, ceux qui posent cette question-là vont arriver avec des hypothèses matérielles et dire, bon, d'un côté, c'est avéré que les taux de testostérone et les niveaux de production spermatozoïde, par exemple, chez le mâle humain, sont en déclin depuis qu'on suit ces données-là. Donc, depuis le milieu des années 50. On dit en tout cas, de mémoire, c'est comme un homme de 20 ans aujourd'hui a à peu près le même nombre de spermatozoïdes que son grand-père en avait en 1990. Donc, il y a vraiment un déclin, et ça, c'est chez toutes les espèces animales, dont chez l'homme. Donc, à cause des perturbateurs endocriniens. Certains produits qu'on consomme. Une des hypothèses principales, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de molécules, les perturbateurs endocriniens, qui ont un effet sur le système endocrinien, c'est-à-dire le système hormonal. Par exemple, on a illégalisé, je pense en Europe, l'usage de certains plastiques qui utilisaient le bisphénol A, qui est dans le fond, une molécule qui imite l'effet de l'œstrogène. Donc, l'œstrogène, du coup, c'est l'hormone essentiellement féminine. Qui est essentiellement féminine. Bien que et les hommes et les femmes produisent de la testostérone et de l'œstrogène, juste dans des ratios différents. Vu que le système hormonal est finement ajusté, la moindre petite variation peut avoir des conséquences quand même assez importantes. Et donc, une des hypothèses matérielles par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est l'utilisation de l'atrazine, par exemple, qui est un pesticide agricole qui est justement banni en Union européenne parce que vous, les Européens, vous êtes quand même nettement en avance sur nous pour bannir les choses qui... les produits industriels et agriculturels qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine, mais qui existe toujours en Amérique et qui est avéré que c'est un perturbateur endocrinien. Donc, chez certains types de grenouilles, certains types d'animaux, on voit qu'il y a comme un impact évident là où il y a des hautes concentrations là-dedans. Donc tu veux dire que ces conditions matérielles-là ont eu un impact sur la formation des individus mâles humains et que ça, par conséquent, ça a eu un impact sur la masculinité. C'est ça, c'est dans le fond. Et là, on passe de la science où la question des perturbateurs endocriniens, c'est avéré, c'est établi, ça existe. Après ça, de quelle manière, à quelle concentration il y a un impact, là, on tombe dans la frontière de la science. Et là, on traverse de la science à la bro science, donc la science des bros, donc des gars sur Internet, des frérots, des royas qui veulent nous enseigner comment devenir des vrais hommes. Tu es en train de m'ouvrir à un monde que je ne connais pas et je ne sais pas si j'avais envie de le connaître. Un univers extraordinaire. Ah non, mais attends, là, je t'amène dans le tunnel de la masculinité, comme Alice au Pays des Merveilles. Attends de voir qu'est-ce qui se trouve l'autre bord. Donc, certains bros vont conseiller les bros pour devenir des vrais hommes de passer à une diète carnivore. Il y a cette idée-là de dire OK, plus tu manges de viande comme un vrai homme, surtout de la grosse viande rouge qui est un peu cancérigène, là, tu vas devenir vraiment masculin, ça va changer ton profil hormonal et là, toutes les femmes vont te désirer. Parce que c'est ça l'objectif, du coup? Vrai homme, c'est... Non, chez les bros. Chez les bros. Non, mais... En tout cas, autre question. Okay. Mais oui, paradoxalement, une grande validation de la virilité d'un homme passe par le regard de la femme ou l'acceptation de la femme. Ça passe aussi par l'acceptation des bros, mais ultimement, c'est ce qui est désiré. Okay. T'as la diète
juste aux œufs crus, donc des œufs crus, des œufs... Vaut mieux des œufs que ouais, des yeux. des œufs crus, c'est... peut-être. Où on suggère de manger une douzaine d'œufs crus par jour, parce que dans le cholestérol, quand il est cuit, ben ça change la composition moléculaire du cholestérol, et donc le cholestérol cru, ça te permet de produire plus de testostérone et plus de spermatozoïdes, et là, tu vas devenir un gros homme viril et poilu et fort. Okay. Les bains froids, les bains glacés aussi, ça a un effet sur le système endocrinien qui augmenterait la production d'hormones masculines. Les sports de contact chez les adultes, De la lutte, quoi. la lutte, la MMA, il y a tellement de gars qui se donnent maintenant au jiu-jitsu brésilien ou qui vont à la salle de sport, mais au niveau du combat, puis il y a quelque chose de... Plus tu te bats, plus tu deviendras un vrai homme. Au Moyen-Âge, les chevaliers combattaient ensemble, les gladiateurs combattaient... Si seulement on retournait au temps médiéval. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, quand il y a quelque chose qui se passe d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, puis qui n'existe plus aujourd'hui, il faut se demander pourquoi, ou en fait, elle existe au niveau des MMA, mais je veux dire, des sports de contact extrêmes. Et le dernier point, là, vous allez péter un câble, mais une des hypothèses matérielles, ou une des solutions à la crise de virilité, c'est le bronzage testiculaire. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que le bronzage testiculaire? Ben, c'est assez clair, en fait. C'est assez clair. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Si vous vous posez la question, c'est parce que le génie de cette solution-là vous frappe tant que vous ne pouvez pas l'accepter parce que, bon, voici. Donc, l'hypothèse derrière le bronzage testiculaire, c'est de dire... J'ai peur. Où est produite la testostérone? Ben, en partie, c'est dans les testicules. Hein? Testicules, testostérone. On fait toujours de l'étymologie avec Gisèle. Ah non, mais là, on n'était jamais descendu aussi bas, littéralement. La linguistique ne vous quitte jamais. OK, je m'empêche de faire une parenthèse étymologique super intéressante. On ira après. On mettra en bonus à la fin. Bon, vous savez. Et donc, naturellement, vous voulez réparer votre usine à testostérone. Hein? Une manière d'augmenter la productivité, c'est toujours d'avoir des employés heureux et des testicules heureuses. Apparemment, pour une raison ou pour une autre, ce sont des testicules bronzés. OK. Voilà, ça c'est dit, hein, qu'on se le dise, voilà. Mais je peux messieurs, pas y croire. Mais qu'est-ce que vous faites si, comme moi, vous habitez dans un pays nordique où le niveau d'ensoleillement est quand même assez limité, puis, je veux dire, vous voulez pas exposer vos testicules en février à moins 30. Oh non! Les employés seront moins contents, puis il peut arriver des accidents fortuits. Attends. Il y a vraiment des gens qui discutent de ça sur Internet? Je savais pas. En fait, on dit que la thérapie lumineuse est un marché d'1 milliard de dollars. Et donc, ils vendent des produits. C'est comme des lumières que les bros vendent avec sûrement une petite cote, tu sais, que tu peux acheter puis qui peut stimuler l'ensoleillement testiculaire pour mener à cette vie. Bon, on trouve ça drôle, mais à quelque part, il y a cette idée-là de dire, pour qu'il y ait un marché pour ça, c'est que la question de devenir un vrai homme ou comment devenir un vrai homme, être un vrai homme, c'est une question qui nous habite. Et la manière dont on répond à cette question-là, à la question de la vertu, ben, trahit nos présuppositions. Non, mais c'est incroyable. Enfin, juste... On lit pas les mêmes sites internet. En fait, je pense que c'est peut-être une des conclusions de cet épisode. Non, mais du coup, déjà au départ, tu nous parlais de plein de modèles qui cherchent à reconquérir le vrai homme. Les trois quarts, je les connaissais pas. Quand tu es une femme sur Internet, les algorithmes te présentent d'autres choses aussi. Certes, mais là, du coup, tu poursuis la discussion et tu montres que non seulement il y a tout un tas de modèles qui cherchent à reconquérir une masculinité perdue, donc c'est un fait, apparemment, mais qu'il y a des marchés qui se déploient pour trouver des réponses à la fois sociales et matérielles. Donc il y a vraiment des gens qui ont la sensation d'avoir perdu leur masculinité et de devoir la reconquérir en mangeant des œufs crus et de la viande et en se faisant bronzer les testicules. Oui, et je dirais, c'est principalement ceux qui ont une hypothèse matérielle par rapport à qu'est-ce qu'un homme accompli, qu'est-ce qu'un vrai homme. On parlait de l'hypothèse sociale, donc est-ce que c'est la manière qu'on éduque ou qu'on
qu'on socialise les hommes, qui est le problème? Est-ce que le problème est au niveau simplement matériel ou est-ce que le problème est spirituel? Ça, c'est une autre hypothèse. Et ça, c'est une autre hypothèse, puis une hypothèse qui revient souvent, puis qui est derrière aussi différentes questions qu'on a dans le podcast au cours de cette saison. Notre manière de répondre à des questions fondamentales trahit ou expose nos présupposés spirituels. Les grandes questions spirituelles, c'est-à-dire d'où on vient, où on va, est-ce qu'il y a un ordre dans la nature, dans la création, dans le cosmos? Est-ce qu'il y a un idéal ou un modèle à viser? Ou est-ce que c'est nous autres qui construisons nos propres modèles? Toutes ces questions-là, dès qu'on se pose la question de la virilité ou de la masculinité, c'est juste une excuse pour exposer qu'on se pose ces questions-là et qu'on doit à quelque part choisir son présupposé avant d'aller plus loin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est pas que pour la question de la masculinité et qu'est-ce que les vrais hommes, c'est aussi la question de la féminité et qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce que tout juste être un humain, en fait. Dans cette saison, on a cet épisode où on discute de la question du féminisme et de la lutte féministe. Et tu expliquais, Léa, qu'il y a véritablement cette question de on veut que les femmes soient libérées, mais elles sont libérées pourquoi? Et on s'est rendu compte, en fait, en discutant, que c'est pas juste la question de la libération des femmes. C'est en fait qu'est-ce qu'on veut pour être libre, qu'est-ce qui nous permet de nous réaliser pleinement. C'est des questions qui sont plus profondes. Et spirituelles. Et spirituelles, qui ne sont pas que de l'ordre de la lutte sociale, hypothèse sociale, de conditions matérielles, hypothèse matérielle ou naturelle, mais qui touchent à des vraies questions qui sont symboliques, qui sont spirituelles. Il y a un vrai niveau de lecture de la réalité, en fait, qui est un niveau de l'ordre de la symbolique et du spirituel. Et c'est clair, Sagis et Morito, voilà, on sait bien, c'est vraiment un niveau de lecture qui nous intéresse, quoi. Alors, JC, maintenant que tu nous as exposé les hypothèses sociales et matérielles, c'est quoi l'hypothèse spirituelle pour retrouver ce qu'est un vrai homme? En fait, il y a plein d'hypothèses spirituelles. Comment je peux l'illustrer, par exemple? C'est Alexandre Solzhenitsyn, qui est un auteur prix Nobel de littérature, un auteur russe qui a vécu, dans le fond, sous le régime communiste, qui a été envoyé en prison dans le Goulag. Il a écrit, en fait, L'archipel du Goulag, qui est un classique de la littérature. Et Solzhenitsyn va dire que le déclin du courage, et je cite, est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement et bien sûr aux Nations Unies. Et je résume très brièvement, mais ce que Solzhenitsyn va voir, c'est qu'il va voir dans tous les niveaux de la société, au niveau de l'État, au niveau de la fonction publique, au niveau de la presse, les gens n'ont plus le courage de se tenir debout pour leurs convictions, mais vont faire ce qui est expéditif, ce qui est à leur avantage individuel, et ne vont pas sacrifier leur intérêt personnel pour les intérêts de la société, pour les intérêts communs. Et C.S. Lewis, par exemple, va écrire quelques années plus tôt dans The Abolition of Man, un chapitre qui s'intitule aussi, un chapitre classique, qui s'intitule Men Without Chest, qui écrit en fait en 1943 pendant la guerre. C'est un auteur anglais, professeur de littérature à Oxford, chrétien. C'est lui qui a écrit les Chroniques de Narnia, pour ceux qui ont vu ça au cinéma, un ami de Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Et lui va dire il y a aussi un problème au niveau de la vertu, au niveau du courage. Et lui, il va revenir à la conception, il va appeler ça le Tao, mais c'est comme une conception universelle qu'on trouve chez les Grecs, qu'on trouve chez les Chinois, chez les Indiens, dans toutes les grandes cultures, dans toutes les grandes traditions, les grandes religions, cette idée-là de la voie ou du chemin. Ce qu'il entend par le Tao, c'est l'ordre, moi je traduirais ça par l'ordre cosmique, l'ordre cosmologique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Un ordre des choses. Un ordre des choses qui nous dépasse. Donc, il revient un peu il s'oppose un peu à l'objection qu'on appellerait relativiste, ou ce qu'on dirait comme, chacun sa vérité. Chacun sa vérité. Chacun son ordre cosmique à soi. C'est ça. Les émotions sont juste des émotions, sont juste des réactions personnelles, privées, individuelles. C.S. Lewis va utiliser dans The Abolition of Man l'image d'une réaction à une chute d'eau. Donc, certaines personnes vont dire que quand on dit qu'une chute d'eau est sublime, finalement, on ne dit rien d'important sur la chute d'eau. On fait juste exprimer
notre émotion intérieure qui est comme un sentiment de sublimité, un sentiment de dépassement par rapport à la chute d'eau. Et C.S. Lewis va dire, ça, c'est ce qui est pire dans notre éducation contemporaine. C'est de penser qu'il y a une distinction, une fracture entre la chute d'eau puis notre réaction. En fait, il va dire, non, la chute d'eau a été conçue, il y a un lien naturel entre les choses qui sont extraordinaires et l'émotion juste qu'on doit avoir par rapport à cette chose-là. Il va donner l'exemple, par exemple, des enfants. Il va dire, personnellement, j'aime pas être en compagnie des enfants, mais je reconnais que c'est une réaction en moi qui est contre nature. Que normalement, c'est une chose naturelle de trouver un enfant adorable, de trouver une chute d'eau sublime, de trouver quelqu'un d'indigent, d'avoir de la pitié envers cette personne-là. Et ça, c'est commun à toutes les cultures, à toutes les époques, à tous les moments. Et que dans le fond, l'éducation qu'on offre dans une société, c'est ce qu'Aristote appellerait l'éducation des bons sentiments, des sentiments justes par rapport à cet ordre-là, cette voie-là qui existe à l'extérieur de nous. Donc, si je comprends bien, cet auteur, Louis, il est en train de dire que, certes, il peut y avoir des différences individuelles et qu'on va avoir plus ou moins de passion éprouvée devant un magnifique paysage et plus ou moins d'attention et d'intérêt à un enfant. Bon, d'accord, on est tous différents, etc. Mais qu'il y a des grandes tendances du fait juste d'être humain et d'appartenir à l'humanité et à notre monde qui nécessairement induit certaines émotions parce qu'on est dans un certain ordre des choses où il y a un lien direct entre le beau, le bon, le bien et ce qu'on va ressentir. Et que si on ne ressent pas telle émotion face au beau, au bien, au bon, c'est peut-être que c'est nous qui sommes le problème et pas que le monde doit se réadapter à nous. Et c'est ça, et quand notre société nous dit, ben il n'y en a pas de beau. Le beau, c'est juste une question de goût. Il n'y en a pas de bien, c'est juste une question de convention sociale. Il n'y en a pas de bon, c'est juste une construction intellectuelle. Mais dans le fond, t'enseignes plus aux gens d'avoir le sentiment qui est ordonné par rapport à la création, par rapport au monde dans lequel on est. Et où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que C.S. Lewis va dire on est en train de former des gens avec une tête, un cerveau, une raison, qui sont capables de calculer, de réfléchir, avec un estomac, c'est-à-dire des passions, des désirs, le désir d'être reconnu, le désir de séduire, le désir de manger, mais des hommes qui sont sans poitrine, sans cœur, c'est-à-dire qui n'ont pas les émotions justes et appropriées par rapport à leur... par rapport au monde extérieur. Et pour C.S. Lewis, le problème de la virilité, fondamentalement, c'est qu'on a détaché l'homme de l'ordre cosmique duquel il fait partie. Et du coup, ça veut dire que ce que je disais au début de l'épisode, c'était vrai. Les vrais hommes, il faut que ça pleure. Enfin, dans le sens, en fait, les vrais êtres humains ressentent des émotions et il y a quelque chose, en fait, de normal, de vivre émotionnellement, mais on l'a oublié parce qu'on est trop intellectuel ou trop pragmatique ou trop je ne sais pas quoi. Et que, donc... en quelque sorte, tout le problème que ces groupes d'hommes, là, les bûcherons, les musclés, les bodybuildés, les dragueurs intempestifs, leur problème de chercher la masculinité, ça reflète un plus grand problème sociétal de s'être complètement déconnecté, non pas que de nos émotions individuelles, mais de l'ensemble de l'ordre cosmique qui justifiait ces émotions. C'est comme la réaction naturelle. Donc oui, un homme peut pleurer et doit pleurer par rapport aux choses qui sont tristes ou lamentables ou pathétiques. Et d'enseigner un homme à ne pas pleurer, c'est une dénaturation de l'homme, au même titre que d'enseigner à un homme que il ne doit pas être ému par les choses qui sont belles ou extraordinaires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont réalisé qu'il y a beaucoup de questions autour de la masculinité. On a commencé par dire ça. Bon, on résoudra pas tout, même si maintenant on sait un petit peu plus ce qu'Internet essaye de donner comme hypothèse et comme réponse à ce problème. Mais c'est clair c'est sûr qu'il y a des questions qui restent. C'est la question, on dirait profonde, la question derrière la question de c'est quoi
un vrai homme et où est-ce qu'ils sont passés, c'est y a-t-il un ordre cosmique, y a-t-il quelque chose que l'être humain est censé être, en fait. Est-ce qu'on vient de quelque part? Et puis, c'est un petit peu la question qui tue, c'est la question qui tranche tout, quelque part. Exactement. Je veux dire, s'il y a un créateur, ben, notre nature nous enseigne quelque chose sur l'intention du créateur. T'sais. Puis, t'as pas besoin d'être chrétien pour avoir cette notion-là. En fait, c'est une notion qui est presque universelle à travers les cultures, qu'on voit dans la nature un ordre, un ordre auquel on se conforme ou duquel on s'éloigne à nos risques et périls. Mais si on a une conception qu'on appellerait là, matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a juste la matière et rien que la matière, puis que l'univers est le fruit du hasard, bien certainement, ça nous permet d'arriver à la table à dessin, puis d'effacer qu'est-ce que la nature voudrait au minimum poser comme cadre de ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme. T'sais. De l'autre côté, et c'est là que c'est vraiment important de nuancer, c'est que le modèle biblique, mettons que tu crois qu'il y a un créateur et tu crois non seulement qu'il se révèle dans la nature, mais qu'il se révèle dans la Bible ou dans une manière particulière de se révéler, est quand même pas aussi contraignant que ce qui serait perçu en public. Là, au début, quand je parlais du vrai bûcheron ou de l'homme musclé, viril, et fort et agressif, c'est comme... Il n'y a aucune prescription comme ça dans la Bible par rapport aux hommes ou aux femmes. En fait, même au contraire, comme souvent, il y a comme un appel à être patient, doux, modéré. Les hommes qui, par exemple, dans le Nouveau Testament, doivent être... Des exemples dans la communauté de leadership. Ils doivent être doux, modérés, mari d'une seule femme, pacifiques, amis des gens de bien. Donc, on n'a vraiment pas l'image de l'homme viril, dur, tu sais. Et de la même manière, c'est vrai qu'on peut trouver des exemples bibliques d'une exhortation à une femme d'être une leaduse, une manageuse, que des anglicismes là, mais une femme forte, une femme vraiment qui gère plein de choses à la fois, qui a son business, qui est entrepreneuse, et du coup qui s'éloigne effectivement dans certains stéréotypes. Donc, ce que tu essayes de dire, c'est que la Bible, elle bouscule les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur la Bible. Ben, c'est que l'ordre créationnel, la volonté du créateur ou l'idée d'un créateur qui se manifeste tant dans l'ordre créationnel que dans une révélation spéciale comme la Bible, pose un cadre, mais prescrit pas quelque chose de particulièrement précis et contraignant. Puis, à quelque part, notre manière de répondre à cette question-là passe par l'obligation de se poser la question de la présupposition, est-ce qu'il y a un créateur, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un ordre dans la nature, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est la question que tu poses aux auditeurs? C'est exactement la question que je pose aux auditeurs. Est-ce qu'il y a un ordre dans la nature? Est-ce qu'il y a un ordre créationnel? Est-ce qu'il y a un créateur ou pas? It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.